Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le mercredi 8 juillet 2026 et notre cher ami, notre frère Anthony Aguilar est avec nous. Bienvenue, Anthony. Thank you, Nima. Merci Nima. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous. J'aurais préféré que ce soit dans de meilleures circonstances, vu ce qui se passe dans la région. Mais nous y voilà. But here we are. Oui, Tony, je veux commencer par ce que Donald Trump a dit à propos d'un nouveau pays. J'ai essayé de le trouver sur la carte. Impossible de le repérer. Voilà ce qu'il a dit. Tu te souviens hier soir, pour résumer ce qui s'est passé, il y a eu l'attaque américaine après que les gardiens de la Révolution ont attaqué ces pétroliers qui tentaient de passer par le détroit d'Ormuz en empruntant la route alternative, c'est-à-dire la partie sud du détroit. Ensuite, les États-Unis ont riposté en frappant 5 ou 6 zones cibles dans le sud de l'Iran. Puis il y a eu les représailles iraniennes. Et aujourd'hui, Donald Trump a déclaré que les États-Unis envisageaient d'attaquer à nouveau l'Iran ce soir. Et voici ce qu'il a dit à propos de ce nouveau pays sur la carte. Et nous avons eu 111 missiles tirés par la République islamique d'Iran. Ils ont été lancés contre le porte-avions. Oui. Et Tony, la situation, on en parlait il y a 2 jours, et tu disais que la guerre arrivait, que quelque chose de grave se passait dans la région. En ce moment, on voit clairement que Donald Trump et les gardiens de la révolution islamique ont tous les deux annoncé que le protocole d'accord est terminé, qu'il ne fonctionne plus. Vas-y, donne-nous ta lecture de ce qui se passe dans cette nouvelle vague de violence. Oh, well, we've got Donald Trump. Eh bien, nous avons Donald Trump à Ankara. Le secrétaire à la Défense des États-Unis, lui, a annulé son voyage en Israël, ce qui laisse penser qu'il va y avoir une intensification des frappes et de la force militaire. Donald Trump, aujourd'hui même, dans la même diatribe où il s'est mis à renommer des pays, il a parlé de la République islamique du Japon, alors que, vous savez, le Japon est un allié. Et là, il ne s'est même pas corrigé. Il n'a pas réalisé ce qu'il venait de dire. Il a simplement continué. Il a aussi déclaré que le protocole d'accord était terminé. Et quand un journaliste lui a demandé s'il y aurait d'autres frappes, il a répondu « Vous savez, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais on pourrait les frapper à nouveau. En fait, je peux le dire, parce qu'ils ne peuvent rien y faire. On va les frapper encore ce soir. » Le président a été très clair. Nous allons poursuivre les opérations militaires. Et ça, c'est quelque chose que je répète depuis des semaines. Tant que les conditions de l'accord négocié ne changent pas, la guerre continuera. Parce qu'il est évident que les États-Unis ne sont pas prêts à accepter ces termes, même si le président a bien signé le mémorandum d'entente en 14 points. Quand on regarde la situation au Liban et dans le détroit d'Ormuz, on voit que certaines conditions ne sont toujours pas fixées. Et la seule façon de les faire évoluer, c'est soit de céder, soit de se retirer et d'en finir. C'est d'ailleurs ce que, selon moi, les États-Unis auraient dû faire. Prendre le mémorandum, l'accepter, imposer des limites à Israël, demander des comptes à Israël, faire tout ce qui était possible pour le tenir à l'écart du Liban, et ensuite poursuivre les négociations avec l'Iran et le reste du monde. Aujourd'hui encore, on a vu le président Trump déclarer devant le monde entier que les États-Unis ne commerceront plus avec l'Espagne, un allié de l'OTAN. Pendant que l'Iran tisse des alliances à travers le monde, les États-Unis, eux, brûlent des ponts, brisent des alliances et insultent leurs alliés en pleine lumière. Ce qu'on constate, c'est qu'il n'y aura pas de retour à ce protocole d'accord. Le président Trump vient de dire qu'il n'existe plus. On n'y reviendra pas. L'Iran, de son côté, a été très clair. Il n'y aura ni discussion, ni accord de paix, ni négociation d'aucune sorte, tant qu'Israël n'aura pas quitté le Liban. Encore une fois, on voit que les articles 1 et 5 de ce protocole sont les points de levier essentiels,
les éléments clés que chaque camp cherche à contrôler, à retirer ou à affaiblir chez l'autre. Les frappes militaires vont se poursuivre. Et on vient d'entendre à nouveau parler de l'île de Card. C'est quelque chose que je pensais que les États-Unis finiraient par faire depuis le début de cette guerre. Qu'à un moment donné, ils devraient passer des bombardements à une forme de prise de terrain stratégique, ou du moins à une capacité de pression sur des zones clés ou des éléments critiques du conflit, afin de modifier les conditions et d'obtenir un levier pour négocier. En ce moment, les États-Unis n'ont aucun levier. Donc ce qu'on va voir ce soir, et dans les heures et les jours qui viennent, ce sont des frappes qui vont continuer, des bombardements, des attaques ciblées, pour réduire et affaiblir les capacités, en particulier dans le détroit d'Ormuz et près de l'île de Card, à Bushehr, juste au large des côtes iraniennes. C'est en quelque sorte la principale zone de soutien pour la marine iranienne et celle des gardiens de la révolution, jusqu'à l'île de Karg. Et puis encore une fois, dans le détroit d'Ormuz, là où à Sarik, à l'intérieur du détroit, je pense que ce qu'on peut prévoir, c'est que les États-Unis vont tenter de pénétrer dans le détroit d'Ormuz pour entrer dans le golfe Persique avec une force navale. L'objectif serait de maintenir sous pression, de contenir le nord et le sud du détroit d'Ormuz grâce à un blocus naval, pas en combattant directement à l'intérieur, mais en combattant pour y entrer, puis pour en sortir. Le problème, c'est que l'Iran dispose dans le détroit d'Ormuz d'une capacité militaire très performante, menaçante et dangereuse. Donald Trump l'a déjà dit, la marine iranienne est au fond de l'océan. Les frégates des années 50, oui, mais leur menace maritime moderne, asymétrique, elle ne l'est pas. Elle est Srathi. Des drones maritimes, des drones, des sous-marins. Ils ont 14 sous-marins capables de tirer des missiles de croisière et des missiles anti-navires, en plus de centaines de vedettes rapides, toutes équipées de missiles anti-navires. Et si quelqu'un doute encore de l'efficacité ou de la capacité des drones à semer le chaos dans une marine, il suffit de regarder la flotte russe et ce que l'Ukraine lui a fait avec des bateaux drones. Donc, pour les États-Unis, tenter de passer par là, ça va pas être simple. Et quand on prend en compte l'île de Karg, ce n'est pas l'un ou l'autre. Je pense que ce sera les deux. Et la raison concernant l'île de Karg, ce n'est pas forcément de la détruire. En fait, je pense que les États-Unis seront très prudents, voire réticents à l'idée de la détruire, parce que ça risquerait de provoquer un soutien accru de la Chine et de la Russie, vu l'importance stratégique de l'île de Karg pour la production, le chargement, la transformation et le transport du pétrole. Mais les États-Unis vont essayer de le maintenir. Ce qui veut dire que, plutôt que d'attaquer une tumeur avec de la radiothérapie pour la détruire, il faut intervenir chirurgicalement. Et ça demande plus de moyens et plus de risques aussi. Donc je pense que c'est ce qu'on va voir dans les jours et les semaines à venir. Nos opérations navales vont s'intensifier dans les détroits, vers le golfe Persique, et il y aura des actions militaires au sol, avec des forces spéciales chargées de conseiller, d'assister et de soutenir les forces kurdes à l'ouest et au nord, pour affaiblir les capacités du corps des gardiens de la révolution islamique près de Karg. Ensuite, il s'agira de tenter de prendre, de contrôler, ou au moins d'isoler l'île de Karg, puis de faire la même chose dans le sud. Il n'y a vraiment pas d'autre moyen pour les États-Unis d'obtenir une position de relative supériorité en vue d'un accord négocié, sans passer par là. Et je pense que c'est exactement ce qu'on va voir. Je pense que le conflit dans le détroit d'Ormuz, au fond, porte sur une seule question. Qui contrôle le détroit d'Ormuz? D'après ce qu'on a appris du protocole d'accord, l'article 5 précise que l'Iran va gérer le détroit d'Ormuz et qu'il va garantir le passage sécurisé des pétroliers à travers le détroit.
Voilà le texte de la clause numéro 5 du protocole. Ensuite, on voit les États-Unis essayer, d'une manière ou d'une autre, d'éroder la domination iranienne. Le contrôle iranien sur le détroit d'Ormuz, en utilisant la partie sud du détroit, près des frontières omanaises. Donc oui, c'est bien un affrontement. En regardant le protocole d'accord, l'article 5, pensez-vous qu'il y a eu une forme de malentendu à ce sujet? Parce qu'il semble que Donald Trump et son administration aient compris que cet article disait que le détroit devait rester ouvert et que tout le monde pouvait y entrer et en sortir sans aucune difficulté. Qu'on pouvait utiliser la partie sud ou la partie nord du détroit sans avoir à se coordonner avec les Iraniens. Mais du côté iranien, la compréhension est différente. Pour eux, tout doit être coordonné avec eux. C'est donc une divergence entre les deux parties. Vous, qu'est-ce que vous comprenez de l'article 5 du protocole d'accord? L'article 5, en ce qui concerne le détroit d'Ormuz et le protocole d'accord signé par le président des États-Unis, est très clair. Il précise bien que dans les 30 premiers jours, les États-Unis lèveraient leur blocus à distance et que l'Iran ferait tout son possible pour garantir la sécurité du passage. Assurer la sécurité du passage, ça ne veut pas seulement dire enlever les mines, mais aussi veiller à ce que le trafic dans le détroit d'Ormuz se déroule correctement, comment les navires entrent, comment ils sortent. En somme, un retour à des procédures d'exploitation normales. Ensuite, l'article 5 du protocole d'accord poursuit en indiquant que, dans les 60 premiers jours, l'Iran et le sultanat d'Oman ne devraient pas imposer de frais, de droits, de taxes ou de prélèvements, mais plutôt négocier et définir ensemble à quoi ça pourrait ressembler. Et dans l'article 5, à aucun moment il n'est dit que les États-Unis ont leur mot à dire, ni qu'Israël a son mot à dire. Ce sont le sultanat d'Oman et l'Iran qui décideront de ce que cela signifie. Nous sommes encore largement dans le délai des 60 jours. Aucun frais ni péage ne sont appliqués pour le moment, mais il y a des discussions à ce sujet. Est-ce que ce sera une contribution volontaire pour l'entretien ou bien un droit d'usage imposé? Et ce que je rappelle à tout le monde, c'est que sur notre planète, il y a énormément d'océans et 17 passages maritimes essentiels, des détroits ou des canaux stratégiques. On a le canal de Panama, le canal de Suez, le détroit d'Ormuz, le détroit de Bab el-Mandeb, le détroit de Malacca, le détroit de Gibraltar et les Dardanelles. Il y a ces voies maritimes stratégiques dont le monde dépend, et dans certaines d'entre elles, un seul pays exerce un contrôle total, le canal de Panama, le canal de Suez. Ailleurs, ce sont des négociations entre 2 ou 3 nations, comme pour le détroit de Malacca. Et dans tous les cas, la gestion et le contrôle reviennent aux pays que ces détroits traversent. Le détroit d'Ormuz, c'est l'Iran. C'est la réalité physique de la géographie de notre planète. On ne changera pas ça. On a vu des discussions entre les États-Unis, l'Arabie saoudite et d'autres autour de ce projet éclair de 30 milliards de dollars pour créer une alternative. Mais ça n'arrivera pas. On ne peut pas faire passer ailleurs le même volume que celui qui transite par le détroit d'Ormuz. On ne va pas creuser un tunnel, ni creuser un passage, ni construire un pipeline pour contourner le problème. Ça n'arrivera pas. Le combat aura lieu là-bas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pendant les opérations normales, avant le 28 février, avant que les États-Unis ne lancent cette guerre injustifiable et impossible à gagner, le détroit d'Ormuz avait un chenal très clair, praticable et navigable. Ce n'était pas tout le détroit d'Ormuz. Ce n'était pas du genre « Allez, tout le monde passe où il veut, klaxonnez et faites coucou à votre voisin pour éviter de le percuter ». Non, il y avait un protocole très strict pour assurer le passage sûr des navires que l'Iran est tenu de respecter.
Ce qu'on a vu récemment, avant et encore plus ces derniers temps, concernant le passage des navires dans le détroit d'Ormuz, c'est que les États-Unis essaient d'établir une route alternative à travers le détroit, en utilisant de façon plus stricte ou même exclusivement ce qu'on appelle ici le côté omanais. C'est cette pointe d'Oman, juste là. Ce chenal n'est pas considéré comme navigable. Il n'a jamais été utilisé par aucun trafic. Il n'a pas été cartographié. Il n'est pas navigable. Normalement, il y a des bouées, des signaux, des voies, des couloirs, des balises pour indiquer le trafic. Et dans ce trafic, les États-Unis veulent maintenir ce tout petit passage ici, par lequel les navires entrent et sortent. En plus de ça, ils le font avec les radars et les balises éteints, guidés par des avions américains et des communications radio américaines. C'est une recette pour un désastre. Mais plus que jamais, le canal national encourage cette situation. Tony, essaye-je. Justement. Tu m'entends, Tony? Oui, on dirait qu'on a perdu Tony. Il va revenir. Bon, je pense que le problème en ce moment, c'est que les deux camps essayent d'une certaine façon de dominer le détroit d'Ormuz. Et franchement, je plains le gouvernement omanais, parce qu'il subit la pression des deux côtés. Ils ne savent pas trop quoi faire. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, pas vraiment d'armée. Leur armée n'est pas très performante en fait. Ils n'en ont pratiquement pas. Et sur le plan économique, les États-Unis peuvent exercer une pression énorme sur Oman. Ah, voilà, Tony est de retour. On a de sacrés orages ici en ce moment. Alors je vais faire de mon mieux pour garder la connexion. Vous m'entendez? Oui, je t'entends, c'est bon. Je vous entends et je vous vois très bien. Alors, pour revenir à ce que je disais sur le détroit d'Ormuz, cette route, près des côtes d'Oman, c'est le schéma de séparation du trafic sud. C'est comme ça que je l'appelle. Et il a été mis en place par les États-Unis autour du 28-29 juin. On l'a vu quand les premiers navires ont été interceptés, sommés de faire demi-tour ou de changer de direction, puis ensuite neutralisés par l'Iran. Ce n'est pas un acte d'agression. Ça en a tout l'air, et dans des circonstances normales, on le considérait comme tel. Mais les États-Unis ont eux-mêmes établi la norme de ce comportement avec leur blocus à distance, plus tôt dans cette guerre. Tous les navires qui passaient sans autorisation américaine étaient neutralisés ou détruits par les États-Unis, en tirant des missiles Hellfire sur la salle de contrôle ou sur le gouvernail. Et dans deux cas, le navire, le bâtiment singapourien et le bâtiment indien, les États-Unis n'ont pas seulement neutralisé ces pétroliers, ils ont aussi tué des marins de navires commerciaux. Donc ce sont les États-Unis qui ont établi ce précédent. C'est leur méthode. Alors quand l'Iran utilise exactement la même méthode pour garder le contrôle du détroit d'Ormuz, quand vous signalez à un navire de faire demi-tour et qu'il ne le fait pas, quand il n'a ni radio ni balise allumée, donc que vous ne pouvez ni l'appeler ni le contacter, que faites-vous? Eh bien, l'Iran adopte exactement la même approche que celle des États-Unis. Et pour être tout à fait franc, la mise en place de ce schéma de séparation du trafic au sud, en dehors du dispositif de circulation reconnu au niveau international, quand on parle d'eau internationale, ici, c'est de l'eau omanaise, là, c'est de l'eau iranienne. Quand on navigue en dehors de ce couloir, de cette voie maritime, il y a un mot pour ça. Ça s'appelle de la piraterie. Par définition, c'est de la piraterie. Donc l'application de ce couloir, le schéma de séparation nord, a toujours existé. Et ce qu'on voit maintenant, c'est que l'Iran, eh bien, ils le font en ce moment même. Ils posent des mines ici, entre la côte, Keshm, l'Arak, et plus bas, vers Sadik. Ils minent cette zone, ce qui techniquement ne devrait rien affecter dans le détroit d'Ormuz, puisque c'est en dehors du couloir de navigation. Mais
Les États-Unis utilisent ça comme prétexte pour poursuivre la guerre. Les États-Unis se servent du détroit contrôlé par l'Iran comme d'un prétexte à la guerre, alors que tout cela avait déjà été convenu et clairement défini dans l'article 5 du protocole d'accord. Donc, c'est de plus en plus évident, et je crois qu'on en avait parlé il y a quelques semaines. La question qu'on se posait, c'était, est-ce que ce protocole d'accord et ces négociations ont jamais été sincères? Was this MOU and was this negotiation ever genuine? Was it ever real? And it's clear. Est-ce que c'était vraiment réel? Eh bien maintenant, c'est clair que non. Les États-Unis, encore une fois, ont utilisé les négociations comme une pause dans le conflit, juste le temps de se rééquiper, de se réarmer, de redéployer leurs forces. On le sait, parce que les États-Unis ont récemment envoyé plus de soldats, plus de troupes, et le USS Boxer, un porte-hélicoptère d'assaut amphibie ou un porte-aéronef léger du corps des marines, qui transporte des forces amphibies. Donc une fois de plus, Donald Trump et le syndicat du crime, qu'est son cabinet, nous ont tous roulés dans la farine. Je ne pense pas que l'Iran y ait jamais vraiment cru. Je pense qu'ils ont abordé ces négociations avec beaucoup de méfiance. Et je pense que l'Iran est prêt. Et je pense que l'Iran va riposter, et fort. And I think Iran is going to strike back hard now that the United States has signaled. Maintenant que les États-Unis ont clairement indiqué que toutes les négociations de paix étaient écartées, quelle autre option reste-t-il à l'Iran, sinon d'y aller à fond? En résumé, le constat, c'est que nous entrons dans une guerre sans limite. Et je le dis de manière doctrinale, pas comme une exagération. Je parle bien d'une guerre sans limite selon la doctrine. Et cela veut dire, selon cette doctrine, que les enjeux deviennent désormais existentiels. Pour l'Iran, c'est absolument existentiel. Pour la présence américaine dans la région et pour sa capacité à maintenir sa relation avec Israël à l'avenir, notamment au regard de l'article 1 et du Liban, c'est existentiel aussi. En pratique, il n'y a quasiment plus de restrictions. On voit bien que les États-Unis ont abandonné tout cadre du droit international et toutes les limites qui allaient avec. Le bombardement de l'école de Manab, l'imposition d'actes de piraterie dans le détroit d'Ormuz, la création d'un passage non navigable, les frappes, les assassinats ciblés, les décapitations, tout cela n'est pas reconnu par le droit international. Je ne dirais pas que c'est illégal, mais ce ne sont pas des cibles militaires considérées comme légitimes. Et puis, la retenue a disparu. C'est ça qui m'inquiète aujourd'hui, qu'on entre dans une guerre sans limite, alors qu'il reste encore un jour et demi de cortège funéraire pour honorer l'ayatollah Ali Khamenei, qui s'achèvera demain à Mashhad. Que vont faire Israël et les États-Unis? Vont-ils frapper ce cortège pour affaiblir encore le corps des gardiens de la Révolution ou pour porter un coup dur au moral du peuple iranien? Je pense qu'ils pourraient le faire. Tony, hier, un avion pakistanais a été touché par quelque chose, abattu, et il a pratiquement disparu des radars. Tout le monde en parlait, on essayait de le retrouver. Plus tard, les médias militaires iraniens, Razmav Iran, ont rapporté que l'appareil avait été visé et abattu par les forces militaires américaines dans la région. C'était un... Allez-y. Personne n'en parle en ce moment. Mais c'est arrivé hier. Ils essaient encore de le retrouver. Ils n'ont pas réussi à le trouver. Et c'est ce qui a été rapporté par les médias militaires iraniens. Mais ici, en Occident, on n'en a rien entendu. La plupart des gens n'en ont rien entendu. Et ce n'était ni un avion de ligne, ni un chasseur. C'était un Boeing 737 cargo, comme ceux de DHL ou d'Amazon. Un avion de fret, donc avec un équipage réduit, probablement un pilote et un copilote. Mais oui, et c'est un point important, quand on a des combats sans aucun contrôle, et que maintenant les États-Unis font pleuvoir des missiles sur l'Iran et le long de la côte, pendant que les autres pays se demandent un peu « mais qu'est-ce qui se passe ?»
Eh bien, on va voir ce genre de choses se reproduire de plus en plus souvent. Des cargos, des navires marchands, des avions civils sont menacés. La fermeture de l'espace aérien va avoir un impact énorme sur les déplacements dans la région, pas seulement pour le commerce, mais aussi pour les civils. On va voir le niveau de risque augmenter chaque jour, avec la possibilité d'un incident catastrophique qui pourrait entraîner directement une autre nation dans ce conflit, d'un côté ou de l'autre. Et pourtant, on en a à peine parlé dans les médias occidentaux de cet avion pakistanais abattu, alors que c'est un événement important. Le conseiller militaire du guide suprême iranien, Rezaei, a déclaré hier que les États-Unis voulaient envoyer un navire de guerre à travers le détroit d'Ormuz. Mais il a précisé que nous ne leur avions pas donné, ne leur donnons pas, et ne leur donnerons pas l'autorisation de passer par là. En gros, c'est la marine américaine qui essaye d'aider ses pétroliers. Mais l'une des lignes rouges, depuis le cessez-le-feu et la signature du protocole d'accord, c'est qu'aucune force militaire, aucun navire de guerre ne doit entrer dans le détroit d'Ormuz. Et ça, c'est une autre violation du protocole, parce que tout l'accord portait sur le passage des navires commerciaux, pas sur la présence militaire, ni sur des navires de guerre dans cette zone. Et il semble que ce soit un point crucial, Anthony, pour les Iraniens. Quand on parle de ces bases dans le Golfe Persique, ils savent très bien que l'une des principales raisons pour lesquelles les États-Unis veulent utiliser ce radar, c'est qu'ils veulent envoyer plus d'armes vers ces bases. Parce que la plupart de ces armes ou de ces radars ont été détruits. Alors que feriez-vous dans ce cas? C'est la ligne rouge pour les Iraniens. Et je pense qu'une des raisons principales de ces affrontements, c'est que les attaques d'hier soir étaient d'une certaine manière beaucoup plus importantes que les deux précédentes. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose hier. Quelque chose qu'on ne connaît pas encore. On n'a pas encore une vision complète de ce qui s'est passé hier. Peut-être que c'est lié à ce navire de guerre qui essayait de traverser le détroit d'Ormuz. Oui, ton analyse, je suis d'accord avec ce que tu dis, surtout sur la première partie, à propos de ce que disait le protocole d'accord. Et encore une fois, ce protocole, c'est fini. Il n'existe plus. Mais si on revient dessus, sur ce qui était prévu, tu as raison. Il n'y aurait eu aucun mouvement militaire, aucun convoi escorté par les États-Unis à travers le détroit d'Ormuz. Évidemment, on a essayé d'enfreindre ça, avec cette tentative de force navale que, selon moi, on va encore essayer de faire passer par le détroit. Et ça, clairement, ça fait sauter cet article du protocole. Mais comme l'a dit Donald Trump, ce protocole, c'est terminé, c'est du passé. Ce que Trump essaye de faire maintenant, c'est de rejeter la faute sur l'Iran. À cause de l'Iran, le protocole est caduc. Non, la vérité, c'est que ce protocole était déjà en train de mourir. Oui, Tony, je t'ai perdu. Yeah, Tony, I lost you. Can you hear me? Vous m'entendez? Oui. Je pense que ce que Tony essaie de nous dire, c'est qu'il fait en fait référence au cas du Liban. Parce que depuis la signature du protocole d'accord, l'un des principaux problèmes, comme l'a rappelé hier le ministre iranien des Affaires étrangères, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'accord final entre l'Iran et les États-Unis tant qu'Israël occupe le sud du Liban. Et on sait bien qu'Israël ne va pas se retirer du Liban. Ça n'arrivera pas par des négociations, personne n'y croirait. Oui, Tony, vous êtes de retour. Vous disiez que le protocole d'accord était en quelque sorte dans le coma avant ce qui s'est passé hier. Alors selon vous, quelle en était la raison? Oui, vous savez, l'administration Trump essaie de faire croire que ce protocole d'accord est désormais mort à cause de l'Iran et des récentes actions de l'Iran. En réalité, ce protocole d'accord était déjà sous respiration artificielle
à cause de l'incapacité des États-Unis à respecter l'article 1, c'est-à-dire Israël et le Liban, qui étaient à la fois réticents et incapables, et des États-Unis eux-mêmes qui refusaient d'accepter ce qui avait été convenu, ainsi que la mise en œuvre de l'article 5 concernant le détroit d'Ormuz. Donc, les États-Unis avaient déjà mis ce protocole d'accord sous assistance vitale il y a plusieurs semaines, surtout quand, en plein milieu des négociations, Donald Trump a déclaré « Hey, on va vous bombarder jusqu'à l'âge de pierre où vos négociateurs ne rentreront pas vivants. » En somme, les États-Unis ont malmené, noyé, puis placé ce protocole d'accord sous respiration artificielle. Le fait que l'Iran se retire, c'est clairement une façon pour lui de maintenir sa position. Non, nous avons conclu un accord. Ces 14 points, nous les avons acceptés. Soit vous les respectez, soit vous ne les respectez pas. Il n'y a pas de marge de manœuvre, pas de zone grise. Nous n'allons pas permettre à Israël de se retirer symboliquement du Liban. Non, c'est un retrait. Point final. Ensuite, on parlera du reste. Les États-Unis ont sans cesse essayé de trouver des échappatoires, de contourner tout ça, en disant « Parlons du détroit d'Ormuz » ou « Faisons des discussions techniques ». Et maintenant, comme je l'ai déjà dit, c'est très clair pour moi que pendant tout ce temps, toute cette recherche d'un protocole d'accord, toute cette négociation autour de conditions que les États-Unis n'ont jamais eu l'intention d'accepter ni de respecter, n'était qu'une manœuvre. Tout ça, c'était un mensonge. C'était prévu depuis le début. Et je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'Iran en est conscient et qu'il s'y est préparé. Je pense aussi que la Chine et la Russie leur ont fourni des moyens pour les aider à se préparer. Donc ce ne sera pas un combat facile pour les États-Unis. Ça ne l'a pas été pendant les 62 premiers jours, avec une petite pause du projet Freedom. Ça n'a pas été facile jusqu'ici, et ça ne va pas le devenir. Les États-Unis avaient la meilleure option, la sortie de cette autoroute vers la catastrophe, et on a dépassé cette sortie avec ce protocole d'accord. On n'aura pas de meilleur accord. Et les conditions pour la fin de ce conflit seront pires pour les États-Unis quand tout ça se terminera. En ce moment, le détroit est ouvert, mais la partie nord est sous le contrôle des gardiens de la révolution iranienne. Le prix du pétrole augmente. Il est actuellement à $78. Alors, quand on parle des priorités des États-Unis, de Donald Trump et de son administration, selon vous, qu'est-ce qui compte le plus pour eux? Maintenir le prix du pétrole à un niveau bas ou essayer de réduire la pression sur l'économie mondiale à cause du pétrole et du gaz? Et ce n'est pas seulement le pétrole et le gaz. On sait combien de minerais transitent par là. Il y a l'hélium, les engrais, toutes ces ressources essentielles qui sortent du détroit d'Ormuz. Alors, quelle est la priorité? Revenir à la guerre ou trouver un moyen de libérer, d'ouvrir à nouveau le détroit d'Ormuz? Alors, qu'est-ce qui compte le plus? L'économie mondiale ou le prix? Parce que si on en revient à la guerre, ça veut dire qu'ils vont fermer complètement le détroit d'Ormuz. Et ça, à mon avis, ça n'aidera personne. Donc, est-ce que ça va vraiment leur servir ou est-ce qu'ils vont continuer dans cette logique de coup pour coup? Franchement, je ne sais pas quel serait le résultat concret pour les États-Unis. Quelle est votre lecture de la situation? Tony, vous m'entendez? Oui, on dirait qu'on a un problème de connexion. Mais je crois que la vraie question, en ce moment, pour beaucoup de gens, c'est celle-là. Est-ce qu'on assiste à une sorte de guerre de représailles ou est-ce qu'ils vont reprendre une confrontation totale dans le détroit d'Ormuz? La raison pour laquelle je ne pense pas qu'une guerre totale éclate entre les deux camps, c'est à cause du détroit d'Ormuz et de son importance pour l'économie mondiale. On sait que Donald Trump, avant de signer le protocole d'accord, avait déclaré que les États-Unis étaient à 4 semaines de voir leurs réserves de pétrole complètement épuisées,
qu'ils approchaient d'un point critique. Here is Tony. Et on a, oui, voilà Tony. Yeah, Oui, oui, le problème est toujours là. yeah, the problem is- Mais voilà le vrai souci pour les États-Unis. Le moment est crucial. Pas seulement, oui. Attends, Tony est de retour. Oui. Je crois que tu as compris. J'ai tout entendu. Oui. Très bien, vas-y. I think you understand. I heard everything, yes. Yeah. Okay. Go ahead. Yeah, so that's a great question and something that is really Oui, important to c'est une understand excellente is that- question. is Et ce qu'il that faut vraiment bien comprendre, c'est que les prix du pétrole étaient en baisse. Le détroit d'Ormuz était ouvert. Peut-être que les États-Unis n'obtiennent pas tout ce qu'ils voulaient, mais il y a quand même des concessions importantes. Le détroit d'Ormuz est ouvert, l'approvisionnement mondial continue, le prix du pétrole baisse. Les États-Unis le savent. Donald Trump le sait aussi. Est-ce que Donald Trump se soucie vraiment de l'économie mondiale? Non, pas vraiment. Est-ce qu'il se soucie de l'impact que ça a sur ses sondages et sur sa survie politique? Oui. Est-ce qu'il se soucie du prix de l'essence à la pompe? Justement, parce que ça influence ses sondages et sa survie politique. because of how it affects his polling and how it affects his political survival. Yeah, he doesn't care about the American people. Oui, il ne se soucie pas du peuple américain. Et je ne dis pas ça pour faire partie, tu sais, de ce discours anti-Trump. Je le dis parce que c'est lui-même qui l'a dit. Donald Trump l'a reconnu quand on lui a demandé, il ne se soucie pas des conséquences pour les Américains. Parce que, selon lui, cette guerre est plus importante. Donc, pour revenir à ton point, revenir à une logique de guerre ou à un conflit dans le détroit, c'est fermé. Il y a un impact sur l'économie mondiale, un impact sur l'industrie pétrolière. Le temps joue contre nous. Chaque jour compte. Il y a maintenant une date limite. On a réussi à faire baisser le prix du pétrole. Les choses se sont stabilisées. Things are stabilized. So Donald Trump has got to go in quick and he's got to Donald Trump doit agir vite et il doit obtenir des résultats rapidement. C'est pour ça qu'on voit ces frappes, comme celle d'hier soir, qui sont plus importantes que tout ce qu'on avait vu depuis un bon moment, depuis les débuts du conflit. On va en voir beaucoup d'autres. Et Donald Trump doit faire quelque chose, rapidement, pour débloquer la situation dans le détroit d'Ormuz. Il ne peut pas traîner, attendre 40, 50, 60 jours. Il va falloir que ce soit bientôt. On va le voir se produire. C'est un peu comme si vous vous disiez, bon, je suis ici, je dois aller là-bas. Pour y arriver, je dois passer sous l'eau, donc je dois retenir ma respiration. Eh bien, ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas une façon idéale de survivre. That's not ideal. That's not an ideal way to survive. That's not an ideal way to live unless you're an aquatic being. Ce n'est pas vraiment une façon idéale de vivre, sauf si vous êtes une créature aquatique. Donc vous retenez votre souffle, vous passez dessous, vous remontez. Voilà. Le temps est compté. C'est pour ça qu'on va voir une intensification de ces frappes avec des tentatives de modifier sur le plan opérationnel l'équilibre politique. Et tout ça va se jouer dans le détroit d'Ormuz. Est-ce qu'on verra aussi quelque chose du côté de l'île de Karg? Eh bien, quand on parle des opérations dans cette zone d'intérêt, appelons le détroit d'Ormuz, la zone d'opération, à l'intérieur de cette zone, on a évidemment Oman, la côte iranienne et l'île de Karg, qui sont autant de points stratégiques. Celui qui parvient à les contrôler ou à les contenir détient un certain levier sur l'autre, dans des conditions bien précises. Has leverage over the other in a certain condition. So we're going to see that. We're going to see Alors, on va voir ça. ground forces. On va voir des forces terrestres repousser les Kurdes plus loin en Iran. On va voir des tentatives pour isoler, contenir ou même prendre l'île de Karg. On va voir de l'activité navale. Peut-être même, c'est possible, une opération aéroportée, ce qu'on appelle un enveloppement vertical, pour s'emparer de l'île de Keshm, pour prendre le terrain d'aviation sur l'île de Keshm. Parce que, si vous êtes les États-Unis, vous voudriez aussi faire ça, pour pouvoir étendre votre puissance aérienne, drones, hélicoptères. Imaginez si vous voulez que vous essayez de garder le contrôle du détroit et que vous pouvez... Attendez, vous m'entendez? Well, you would get in the direction is coming. So if you can you hear me? Oui, te revoilà.
Donc, si on peut prendre l'autre rive pour maintenir un couloir aérien, ce serait l'idéal. Je pense que les États-Unis vont essayer de s'emparer et de sécuriser un couloir aérien, de Keshm vers Oman ou de Keshm vers l'autre côté, puis d'imposer un blocus naval au nord et au sud. Et ça donnerait à Donald Trump ce qu'il considère comme sa capacité à revenir en disant « Regardez, je contrôle le détroit maintenant. C'est moi le capitaine, c'est à moi. C'est moi qui dicte les règles. Vous voulez négocier ?» Et le temps presse, parce que l'Iran pourrait bien tenir bon et dire « Attendez, on ne cède pas. » Donc, quoi qu'il arrive, soit l'Iran garde le contrôle, soit ce sont les États-Unis, et ensuite il faut tout fermer, parce que si on le rouvre, eh bien on le rend aussitôt à l'Iran. C'est ce qu'on appelle un échec et mat. Et les États-Unis sont dedans, et ce n'est vraiment pas une bonne position. Oui, Tony, s'il s'agit d'une invasion de l'île de Keshm ou de l'île de Karg, si jamais ils font ça, je pense que ce serait extrêmement problématique. Le nombre de victimes va augmenter d'une façon que les États-Unis n'ont pas connue depuis la guerre du Vietnam. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Est-ce que les États-Unis sont prêts à aller aussi loin? Eh bien, je ne pense pas que l'administration soit prête, parce que je ne crois pas qu'elle comprenne vraiment le risque, ni même qu'elle s'en soucie. Je ne pense pas que l'administration Trump, y compris Pete Hegseth, Donald Trump ou Marco Rubio, se préoccupe réellement de la vie des Américains, en particulier de nos militaires. À mon avis, ils voient tout ça comme un moyen d'arriver à une fin. Donc, en termes de compassion ou d'attention, non, il n'y en a pas. Alors, quel est l'aspect transactionnel qui pourrait les pousser à y prêter attention? Ce serait l'impact sur la popularité du président dans le pays. C'est pour ça que je pense qu'on va voir les opérations. Vous m'entendez? C'est bon? Oui. C'est pour ça que je pense qu'on verra des opérations menées avec une précision chirurgicale, pas à grands coups de pinceau. Le détroit d'Ormuz. Beaucoup de forces navales, avec des troupes au sol si nécessaire, mais de manière limitée. En revanche, si la prise de l'aérodrome de l'île de Keshm réussit, alors on pourrait en déployer davantage. Si ça échoue, eh bien, on abandonne cette option. Y aura-t-il des pertes? Oui, mais elles seraient moindres que si on envoyait d'un coup toute la force d'assaut, le groupe amphibie, pour tout prendre en une seule fois. C'est la même chose pour l'île de Karg. Il existe différentes manières de garder le contrôle, ou d'isoler un terrain clé ou un objectif stratégique, sans forcément mettre des troupes au sol. Donc, prendre le contrôle, isoler ou maintenir le contrôle de l'île de Karg ne nécessiterait peut-être pas de soldats sur place. Avoir la maîtrise du détroit d'Ormuz et un levier d'action par les airs et par la mer ne nécessiterait peut-être pas non plus de troupes au sol. Est-ce que ce serait renforcé sur le plan stratégique par la présence de troupes sur Karg et sur Keshm? Oui, ce le serait. Mais je ne sais pas comment se fait le calcul du risque en fait. Chaque commandant, vous savez, Donald Trump donne les ordres, mais ce n'est pas lui qui fait le plan. Et chaque état-major revient vers son commandant avec plusieurs options d'action à présenter au commandant des forces conjointes. Des options de réponse flexibles en termes de puissance militaire, mais aussi des évaluations de risque. Par exemple, l'état-major va voir le commandant du commandement central des États-Unis et lui dire « Amiral Cooper, voici la première option, voici la deuxième, voici la troisième. Ces options permettront d'exécuter A, B et C. Voici les risques associés à chacune. Si on fait ça, on réduit le risque. Si on fait ça, on l'augmente. » Mais quel est au final le calcul du risque du commandant? Ça, je ne le sais pas. Cependant, en général, si on se base sur la doctrine, les pertes pourraient être importantes, du moins par rapport à ce à quoi les États-Unis sont habitués dans les conflits précédents. Vous savez, au cours des 20 dernières années de guerre,
on a perdu plus de militaires dans des accidents domestiques liés au service, ici même aux États-Unis, que sur les champs de bataille. Donc, les États-Unis se sont un peu habitués à des taux relativement faibles de soldats blessés ou tués au combat. C'est pour ça que même si un commandant peut dire que ses pertes entrent dans son calcul du risque, ces chiffres pourraient quand même être très choquants pour le pays. Et je pense que beaucoup d'Américains ne savent pas qu'en ce moment, on peut aller sur le site du département de la Défense, le site de notification des pertes, le DOD-CAF, et voir que, jusqu'à présent, on parle d'environ 12 ou 13 morts et de quelques centaines de blessés. Nous en sommes à 23 morts au combat et 408 blessés. Ce chiffre pourrait très bien être atteint en une seule journée, selon l'opération en cours. Surtout si on venait à perdre un croiseur lance-missiles, un destroyer, un croiseur, un navire de combat côtier ou, Dieu nous en garde, l'USS Boxer ou l'USS Tripoli. Et souvenez-vous, l'USS Boxer et l'USS Tripoli sont des porte-aéronefs à pont plat, mais ils ne sont pas aussi grands ni aussi massifs que le Ford, le Bush, le Reagan ou le Roosevelt. Ils sont rapides, agiles, mais aussi vulnérables. Et je le répète, si quelqu'un doute encore de l'efficacité des drones maritimes, des petites embarcations et de ce type de guerre, qu'il regarde simplement la flotte russe et la façon dont l'Ukraine l'a coulée. C'est tout à fait possible. Here is what Donald Trump moments ago said, Tony. I'm not sure. Voici ce que Donald Trump vient de dire à l'instant, Tony. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr de vouloir faire un accord avec eux. On peut jouer à ce petit jeu, mais je ne suis pas certain de vouloir conclure un accord. Je le répète, finissons simplement le travail. Et ça veut dire qu'il va revenir. Ce soir, il va y avoir une sorte d'affrontement. Et ce qui se passe aujourd'hui en Iran est aussi très important, parce que le guide suprême, l'ancien guide suprême d'Iran, a ses funérailles en ce moment même en Irak. Il y a entre 4 et 7 millions de personnes présentes. Ensuite, ils vont retourner à Mashhad, la ville de Mashhad, où il y aura quelque chose comme 7 à 11 millions de participants. Et ensuite, il va être enterré à l'imam Reza, à Mashhad. Donc en gros, si ce soir il décide d'attaquer l'Iran, on va voir petit à petit l'escalade se mettre en place. Et d'après ce qu'on a appris de Donald Trump, je ne vois pas vraiment de négociation possible. Le gouvernement pakistanais parlait de samedi. Ils devaient se rencontrer samedi pour une nouvelle série de discussions. Mais hier, comme je l'ai déjà mentionné, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'il ne négocierait pas, qu'il ne conclurait aucun accord final tant qu'Israël ne se retirerait pas totalement du Liban. Voilà la situation actuelle. Et il a dit que lui, Donald Trump, était numéro 1 sur la liste des cibles de l'Iran. Vous voyez, c'est bien ça le problème. Les deux camps ne se font pas confiance. Ils n'essaient même pas de se faire confiance pour avancer. Et c'est pour ça que, fondamentalement, ce qu'on voit là, c'est une recette pour le désastre. That's right. This is the recipe for disaster, basically, what we're witnessing. Yes, it is a recipe for Oui, c'est une recette pour le désastre et pour une escalade entre les États-Unis et l'Iran. Mais c'est aussi un risque énorme que ce désastre entraîne très vite d'autres acteurs, que ce soit le Yémen, les Houthis, le HTA ou le STA. Le Liban aussi, avec les États-Unis qui enverraient des forces sur place aux côtés de l'armée libanaise contre le Hezbollah. On se retrouverait alors avec les Israéliens, le Hezbollah et l'armée libanaise engagés en même temps. Tout ça se superpose. On pourrait même voir les Kurdes et les gardiens de la révolution iranienne impliqués au Liban. Et au milieu de tout ça, au cœur de cet ensemble explosif, c'est comme un grand mélange de poudre à canon. L'allumette qu'on agite sans arrêt au-dessus, c'est celle que tient Donald Trump. En ce moment, on assiste à ce cortège funèbre dont vous parliez, qui est en cours. Le corps de l'ayatollah a été transféré à Téhéran hier,
Des processions et des cérémonies ont lieu maintenant en Irak. Demain, elles se déplaceront à Mashhad pour l'inhumation finale dans la ville sainte de Mashhad, qui n'est pas seulement le lieu de naissance de l'ayatollah, mais aussi hautement symbolique. Et donc, parce que Donald Trump est tellement imprévisible, tellement désinvolte, sans aucune retenue, encore une fois, une guerre sans limite, est-ce que les États-Unis pourraient envisager une frappe là-bas pour vraiment marquer le coup, pour que Donald Trump montre « Regardez, je suis sérieux ». J'en ai peur. J'en ai vraiment peur, de façon très concrète. Parce que oui, Yeah. On dirait qu'on a encore perdu Tony. Tu m'entends, Tony? Can you hear me, Tony? Yeah. Yeah. Let me just. Here is what the other. Oui, laissez-moi juste. Voilà le point important. Ce qui se passe entre Donald Trump et Al-Sharaf al-Jolani, le soi-disant président de la Syrie. Il a dit qu'il coordonnait avec al-Jolani. Il pense qu'il va faire quelque chose concernant le dossier du Liban. Beaucoup d'entre nous se demandent, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça a à voir avec le Liban? Est-ce qu'al-Jolani va participer ou coopérer avec Donald Trump pour attaquer le Liban par le nord et qu'Israël ferait quelque chose au sud du Liban? C'est une grande question en ce moment. Et l'Iran est parfaitement au courant de ce qui se passe au Liban. Ils observent la situation de près. Je ne sais pas si le gouvernement turc est d'accord avec la participation du gouvernement syrien dans cette affaire du Liban. C'est une question majeure. Et voilà Tony qui revient. Oui, Tony, avant de conclure, voici ce que Donald Trump a dit lors de sa rencontre avec Al-Sharaf al-Jolani à propos de la Syrie et de son rôle dans le dossier libanais. Il inscrit que la Syrie aide le Hezbollah au Liban. Il pourrait aider. On fait beaucoup de progrès. Monsieur le Président, le Premier ministre Netanyahou a critiqué certains aspects de votre relation ces derniers jours avec le président Erdogan. Oui. Plus tard, on lui a demandé ce qu'il pensait du fait que Netanyahou ait critiqué Donald Trump et aussi Erdogan. Il a répondu qu'Erdogan n'aimait pas Netanyahou, et Netanyahou non plus, en gros. Mais quand on parle du rôle que la Syrie peut jouer, de la manière dont elle peut aider ou faciliter ce que Donald Trump a en tête concernant le Liban, de quoi s'agit-il exactement? Quel est le rôle de la Syrie dans ce qui se passe au Liban? eh bien, selon Donald Trump, il voit la Syrie et les forces syriennes sous le président syrien un peu comme une bande de gros bras, une sorte d'escouade qu'on enverrait, vous voyez, pour mettre la pression sur Netanyahou. Comme s'il disait, bon, si tu n'arrives pas à finir le travail, pourquoi tu ne t'en vas pas? Et l'autre répondrait, parce qu'on n'a pas encore terminé. Alors Trump dirait, d'accord, si tu ne veux pas te dépêcher, je vais envoyer les Syriens. Eux, ils finiront le boulot pour toi. Donc, d'une certaine manière, c'est une insulte envers Bibi. Mais c'est aussi révélateur de la vision du monde de Donald Trump en matière de politique étrangère et de diplomatie. Pour lui, les autres nations ne sont que des pions dans le grand jeu qu'il se fait dans sa tête. Il n'est pas très doué pour ça, mais dans son esprit, c'est comme ça. Voilà comment nous voyons cette relation. Je ne sais plus si c'était dans cette interview-là, ou peut-être celle d'avant, quand il était au pupitre, et qu'il a parlé d'Erdogan en particulier. Il a dit, vous savez, j'aime pas vraiment ce que font les Turcs. On envisagera peut-être de lever les sanctions. Mais Erdogan, super type. Vraiment super. Je l'adore. J'adore Erdogan. Et puis il y a Bibi. J'adore Bibi. Lui aussi, je l'adore. Je pense qu'il est formidable. C'est un premier ministre en temps de guerre. Un des meilleurs. Mais bon, ils ne s'entendent pas. Franchement, je ne comprends pas. Et ça montre qu'il ne saisit pas la dynamique de cette relation. La raison pour laquelle ils ne s'entendent pas, c'est parce que Israël veut clairement influencer et s'approprier certaines parties du sud de la Syrie.
wants to influence and take parts of southern Syria. Turkey is very much invested in La Turquie est très impliquée dans tout ça. Je regardais un peu la situation sous l'angle des sanctions. Qu'est-ce que cherche vraiment la Turquie? Et pourquoi? En Syrie, elle veut empêcher la souveraineté kurde, ou l'expansion du Rojava vers le nord-est de la Syrie et vers son propre territoire. Elle veut consolider l'environnement politique, quel qu'il soit, dans son ensemble, ou, à défaut, isoler la solidarité politique dans le nord-est de la Syrie, au nord de l'Euphrate. Et puis, il y a une autre chose que la Turquie veut. Elle veut être celle qui profite en Syrie des contrats de reconstruction, ces 400 milliards de dollars. L'argent, 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 l'argent. Vous pensez que Netanyahou n'a pas lui aussi un œil sur certains de ces contrats de reconstruction? Quelle belle façon pour Israël de s'immiscer en Syrie à travers des contrats de construction d'une valeur de 400 milliards de dollars. Donc il y a cet aspect-là, les deux le veulent, et c'est un point de tension. Et maintenant, on ajoute à ça le fait que Donald Trump envisage le programme du F-35, à la fois l'avion et les systèmes électroniques avancés. Et là, Netanyahou dit « Oh non, ne fais pas ça, je ne veux pas que tu le fasses ». Hier, Donald Trump a fait une petite remarque quand on lui a posé la question. Il a dit en gros « Je me fiche de ce que dit Bibi. Il ne me dit pas quoi faire. C'est ma décision. » Alors, est-ce que Donald Trump ferait ça juste par esprit de contradiction? C'est possible. Et là, ça va devenir très intéressant, parce qu'on se retrouverait avec la Turquie et Israël, tous les deux équipés d'avions de chasse de 5e génération. Alors, comme vous le voyez, les effets de 2e, 3e et 4e ordre de ce conflit, celui que Pete Hegseth, Donald Trump et Marco Rubio disaient qu'il serait terminé en quelques jours, eh bien c'est très clair. On a coulé leur marine, on a fait tout ça, ils n'ont plus de missiles. Et pourtant, les choses ont complètement dérapé. Très vite. Est-ce que ça pourrait se transformer en quelque chose qui ressemble à une guerre régionale ou pire encore mondiale? Oui, tout à fait. Et est-ce que ça peut durer des années? Oui, absolument. J'en ai fait l'expérience. L'Irak, la Syrie, l'Afghanistan, le sud des Philippines, les guerres peuvent durer des années. Alors, pour la population américaine, ceux qui espèrent une baisse du prix de l'essence ou des prix plus bas dans les supermarchés ou une amélioration de l'économie, accrochez-vous parce que ça n'arrivera pas. Oui. C'est tellement compliqué. Merci Tony d'être avec nous aujourd'hui. Un vrai plaisir, comme toujours. C'est toujours un plaisir. Et merci pour votre patience. On se revoit bientôt. Merci aussi de nous tenir informés et de faire vivre le débat. Merci à vous. Merci Tony. À très bientôt. Salut. À bientôt.